Donc, je voulais vous dire que sous l'influence du droit de l'Union et des nouvelles techniques, la profession de commissaire-priseur ne cesse de devoir s'adapter. Adaptation toujours. Nouvelle réglementation pour une plus grande libéralisation des ventes, peut-être encore une nouvelle réglementation à venir. L'histoire nous a montré un mouvement inverse. La première réglementation des ventes a vu le jour sous Saint-Louis et dès 1552 sont créés des offices de maîtres-priseurs, vendeurs de biens meubles, et on leur attribue un monopole. Aujourd'hui, le monopole n'est plus de mise. Droit de la concurrence oblige et réforme de la profession en 2000. 10 ans après ou presque, nouvelle loi en 2011, on intègre une directive relative aux services et on en profite pour essayer de donner des armes supplémentaires aux opérateurs de vente, restaurer la place de Paris, selon les dires du rapporteur Houillon. Dans les deux lois, on se préoccupe, et comment faire autrement, de la place croissante d'Internet. Le terme vente aux enchères est porteur. Espoir de gain, esprit de jeu peut-être aussi. Plusieurs grandes sociétés du net ont su s'en servir. Elles ont su s'en servir comme nouveau mode de vente et sans le poids de la réglementation qui pèse sur les opérateurs de vente volontaire aux enchères. Mais ces derniers aussi ont voulu se moderniser et ne plus limiter leur activité à la célèbre salle des ventes, celle dont vous parliez tout à l'heure. Ce qui fait que sur le net, on trouve deux cas de figure. Un opérateur de vente ou les opérateurs de vente qui ont décidé de faire des ventes aux enchères en ligne, totalement en ligne, ou bien à la fois en présence du public et en ligne. Les autres, c'est-à-dire tous ceux qui n'entrent pas dans le domaine régulé, qui utilisent le terme vente aux enchères sans répondre à tous les critères de celle-ci. Juridiquement, on ne parle plus de vente aux enchères, on parle de courtage en ligne. Donc d'un côté, un secteur régulé, de l'autre, un secteur libéré. La question essentielle tient donc en la distinction entre les deux. Mais quel intérêt à les distinguer? C'est simple. Les opérateurs de vente aux enchères sont soumis à la réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques. Avec notamment pour résultat, et je vous rassure, je ne serai pas exhaustive, mais quand même, une déclaration d'activité auprès du Conseil des ventes, une soumission à des règles déontologiques sanctionnées par le Conseil, des obligations légales dans l'organisation de la vente, la présence d'un commissaire-priseur, la nécessité d'un mandat écrit du vendeur, l'obligation de s'assurer, etc. Et ce, souvent sous peine de sanctions pénales. Ils offrent donc des garanties au public, que cela soit vis-à-vis des acquéreurs ou vis-à-vis des vendeurs. La jurisprudence est même assez sévère à leur égard en ce qui concerne la garantie d'authenticité des œuvres qu'ils présentent à la vente. Et parce qu'ils sont déjà sous l'emprise de cette réglementation, ils étaient, je dis bien ils étaient, jusqu'à la directive consommateur de 2011, complètement exclus des obligations liées au contrat à distance. Les autres acteurs économiques du web, appelons-les courtiers en ligne, ne sont soumis qu'aux règles du droit commun, en quelque sorte aux règles du commerce. Même les dispositions du contrat à distance, telles que le droit de rétractation ou la responsabilité de plein droit, qui est quelque chose de lourd, n'incombent pas aux sociétés qui organisent les ventes. Elles incombent à leurs vendeurs lorsqu'ils sont professionnels. Pour les autres obligations, même chose. Le courtier ne garantit ni l'authenticité, ni l'exécution du contrat, ni la délivrance de l'objet qui reste encore à la charge du vendeur. Enfin, pour mémoire, précisons qu'avant la loi du 20 juillet 2011, les courtiers en ligne ne pouvaient pas laisser vendre
des biens culturels sur leur site, ce qui laissait en quelque sorte le marché de l'art et des collections diverses aux opérateurs de vente volontaire. La restriction est désormais levée, liberté assez totale en conséquence. L'intérêt de la distinction est donc net. C'est l'application ou non de toute la législation applicable aux ventes aux enchères qui est en jeu, avec les obligations et les contraintes qui vont avec. Alors, l'autre question qui se pose, c'est comment les distinguer, puisque souvent le terme « vente aux enchères » est indistinctement utilisé. Dès la réforme de 2000, le législateur a été sensible à cette évolution créée par Internet. Il a distingué les deux modes d'intervention de vente en ligne et des définitions données par la loi, il en ressort 3 critères pour faire la part des choses. Caractère public de la vente, existence d'un mandat et adjudication, au mieux 10 ans. Le caractère public de la vente. On l'a compris, la vente ouverte au public est en principe la vente ouverte à tous, sans condition. La réalité, là encore, est un peu différente. On admet le fait qu'elle puisse être réservée à une certaine catégorie de personnes, mais déjà une réponse ministérielle en 1994 avait répondu en ce sens. Et dans la même lignée, la Cour d'appel de Versailles, dans une affaire récente du 12 septembre 2013, qui opposait le Conseil des ventes à des vendeurs de voitures en ligne, a jugé que le fait de ne viser qu'une catégorie particulière de public, en l'occurrence il s'agissait de professionnels, de vendeurs et d'acheteurs professionnels, ne suffisait pas à conférer un caractère privé. La Cour d'appel de Paris, dans l'affaire CARSAT du 16 juin 2011, dont nous allons parler, je pense, à plusieurs reprises, s'est montrée encore plus souple dans son appréciation du caractère public, puisqu'elle a jugé que le caractère restreint des vendeurs et des acheteurs en fonction de différents critères reste sans effet sur le caractère public de la vente. Bref, si le caractère public ou privé est souvent finalement invoqué pour contraindre ou pour échapper à la législation sur les ventes aux enchères, la vision pour l'instant retenue est telle que dans la majorité des cas, la vente sera déclarée publique. Il faut donc se tourner vers les 2 autres critères pour distinguer réellement le courtage en ligne des ventes aux enchères publiques. L'existence d'un mandat. Dès 2000, le législateur a mis en avant dans la distinction vente aux enchères en ligne et courtage en ligne l'existence ou non d'un mandat du propriétaire vendeur. En d'autres termes, l'opérateur de vente volontaire doit représenter le vendeur à la vente aux enchères et pour cela, il doit même, depuis 2011, disposer d'un mandat écrit, à peine de nullité du contrat. En revanche, le courtier a pour fonction de rapprocher des personnes en vue de les amener à contracter. Il est donc beaucoup moins engagé que l'opérateur de vente, qui est le représentant de son client vendeur et s'engage à sa place. Alors je vais compliquer un peu les choses parce qu'elles se compliquent d'elles-mêmes lorsque le courtier, en dehors de sa mission proprement dite, de rapprocher de personnes en vue de conclure un contrat de vente, donne également mandat de faire quelque chose pour son client. Alors là, les frontières deviennent plus floues. Le législateur l'avait pourtant un peu pressenti, puisque l'article L. 321-3 du Code de commerce précise que dans la différenciation à établir, le courtier en ligne ne doit intervenir ni dans la description du bien, ni dans la conclusion de la vente.
Mais sur ce point, encore, on peut s'interroger. Quid si l'intermédiaire, le courtier, agit pour la description et non pour la réalisation de la vente? Alors, dans les premières décisions qui ont été rendues, Enchères Expert et eBay, l'accent a, semble-t-il, bien porté sur l'existence d'un mandat de vendre stricto sensu. On a considéré que les actions d'eBay comme étant des services relevant du contrat d'entreprise, mais ça ne prêtait pas vraiment à confusion. C'était des conseils sur la mise en place des annonces, d'un prix de réserve. Dans l'affaire CARSAT, qui a donné lieu au premier arrêt de la Cour de cassation en la matière, le 19 février 2013, les faits paraissent plus complexes. Et il est difficile de déterminer si le mandat portait réellement sur la description du bien, mais il semble, je dirais, fichtre que l'on s'en approchait beaucoup. Toujours est-il que la Cour d'appel a préféré choisir comme critère déterminant l'existence ou non du seul mandat de vendre. Les autres mandats n'ont apparu que comme accessoires au courtage et n'ont pas modifié la qualification principale retenue dans la distinction vente aux enchères, courtage. Alors, la Cour de cassation, il faut le reconnaître, n'a pas pris parti véritablement sur ce point. Il faudra donc attendre une nouvelle occasion pour savoir ce qu'il advient de ces contrats finalement accessoires au contrat de courtage, qui pourraient bien être des mandats, et que fera-t-on si on a un mandat qui porte véritablement sur la description du bien? Est-ce qu'on obligera à ce moment-là le courtier à se soumettre à la réglementation sur les ventes aux enchères? La question a été posée, la Cour de cassation l'a esquivée. Peut-être que dans les prochaines décisions, le point sera réglé. Donc, un mandat de vendre, c'est certain, et à ce mandat de vendre, bien sûr, doit s'adjoindre une adjudication au mieux-disant. Une adjudication au mieux-disant, je dirais adjuger, vendre le bien à celui qui fera l'offre la plus haute, voilà assurément le critère essentiel de la vente aux enchères, celle que tout le monde connaît, que ce soit les professionnels, les profanes, bien entendu. Le rôle du marteau a joué son rôle dans l'imaginaire. L'adjudication au mieux-disant participe de la notion même de vente aux enchères alors qu'elle est expressément exclue dans le courtage en ligne. D'où cette recherche des tribunaux pour caractériser l'un ou l'autre type de vente. Dans l'affaire eBay, la Cour d'appel de Paris a précisé qu'en réalité, le vendeur était libre de choisir son co-contractant, par exemple pour des raisons de solvabilité, et qu'il n'y avait pas en conséquence d'adjudication. Dans l'affaire CARSAT, l'acheteur devait confirmer son enchère par un second clic, c'est le principe du double clic de notre Code civil, ce qui a suffi à juger que le bien mis en vente n'était pas adjugé à l'issue des enchères et que le dernier enchérisseur restait libre de ne pas contracter. Alors, de ces deux décisions, on en déduit que dès lors que l'une des parties, vendeur ou acquéreur, dès lors qu'une de ces parties peut se rétracter ou ne pas conclure un bien, ou encore choisir un autre contractant que le dernier enchérisseur, il ne saurait y avoir adjudication, laquelle suppose un transfert immédiat de propriété.